Alors, aujourd'hui, on va reprendre les vidéos de maths après une longue pause due aux maladies automnales. Vous excuserez ma voix. Et aujourd'hui, on va faire un 10 sur 20. Je vous rappelle, le principe des 10 sur 20, c'est de voir un plan de leçon sur une leçon complexe sur lequel on va, de manière décomplexée, proposer le minimum. Qu'est-ce qu'il faut donner pour sauver les meubles? Les leçons sur les probas, je dois le dire, c'est des leçons assez difficiles et souvent les candidats font la passe dessus. Et parmi les leçons de proba, la 266, celle sur l'indépendance, c'est vraiment la leçon sur laquelle on a le plus d'impasse à mon avis. Et je dois dire que les candidats ont raison parce que honnêtement, c'est des leçons vraiment délicates. Même si vous êtes vraiment bon en maths, c'est facile de se prendre les pieds sur une question basique. Et par conséquent, on fait souvent une impasse sur ces leçons. Cependant, je dirais que cette stratégie, elle est valable si vous êtes vraiment costaud en maths. Parce que, par exemple, mettons que vous tombez sur la 266 et, je ne sais pas moi, les fonctions holomorphes, ou les équadifs, ou les espaces hilbertiens. A priori, les équadifs, les fonctions holomorphes, les espaces hilbertiens, ce ne sont pas des choses qui vont faire peur. Donc, a priori, vous pouvez faire l'impasse sur ces leçons de proba et prendre toutes les autres leçons. Par contre, si vous avez plus de difficultés, je pense que ce n'est pas forcément la stratégie optimale. Parce que préparer les espaces hilbertiens, les fonctions holomorphes et les équadifs, en quantité, c'est plus grand que préparer toutes les leçons de proba. Donc si on est en mars et que vous vous sentez faible donc, sur ces 4 leçons de proba et les leçons que je viens de mentionner, peut-être que c'est plus malin de bien préparer les leçons de proba et de faire l'impasse sur les espaces hilbertiens, les équadifs et les fonctions holomorphes. Alors évidemment, dans l'absolu, il faudrait faire l'impasse sur rien, mais parfois on a des difficultés, parfois on a un temps limité, et donc il faut faire des arbitrages. Et du coup, je pense que c'est une stratégie raisonnable de bien travailler ces leçons de proba pour pouvoir assurer la moyenne. Alors, c'est vrai que vous allez aussi tomber dans les pièges des questions basiques, qui, à mon avis, sont les questions les plus difficiles qu'on peut vous poser sur les probas. Et c'est vrai que ça va vous faire perdre des points. Néanmoins, vous pouvez assurer un 10 ou un 12 en travaillant bien donc, ces leçons. Donc voilà. Alors, on va commencer. Déjà, on va voir un petit peu les devs qu'on peut prendre pour cette leçon. Donc, il y a un premier dev qui est assez commun, c'est l'inégalité d'Hoeffding. Bon, alors, c'est tout à fait pertinent et vous pouvez la mettre dans cette leçon 266, mais attention, il y a quelques petits soucis. Donc, déjà, vous ne pouvez pas le mettre, l'inégalité d'Hoeffding, à mon avis, dans les autres leçons. Je pense que vraiment, c'est un stretch. Et je dois dire aussi que, donc, si vous utilisez la démonstration standard de l'inégalité d'Hoeffding, je pense que ça ne rentre pas vraiment dans la leçon 261. Je pense que c'est OK de le mettre donc en 262, 264, 266, à condition de mettre une application adéquate à chaque fois. Donc là, de ce point de vue-là, c'est raisonnable. Cependant, il y a un problème de l'inégalité d'Hoeffding, c'est que pour moi, l'inégalité d'Hoeffding, ça sert principalement à calculer des intervalles de confiance. Et les intervalles de confiance, c'est quelque chose qui est dans le programme et c'est quelque chose qui n'est pas dans l'intérieur du programme. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tout à fait ignorer les intervalles de confiance dans tous vos plans de leçons. Il n'y a aucune leçon où on vous dit il faut parler des intervalles de confiance, bien que ce soit au programme. Donc, si vous ne faites pas l'inégalité d'Hoeffding et que vous ne parlez jamais d'intervalle de confiance, vous n'allez pas avoir de soucis. Par contre, si vous prenez l'inégalité de Hoeffding, on risque de vous poser des questions sur les intervalles de confiance et à ce moment-là, il faut être prêt. Et donc, si vous êtes prêt, il n'y a pas de souci. Néanmoins, là, on s'éloigne un petit peu de l'esprit des 10 sur 20 de faire le minimum, puisque, comme je l'ai dit, l'intervalle de confiance, ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de préparer. Alors, regardons un petit peu les autres possibilités que vous avez.
Donc il y a Borel-Cantelli, alors donc le cas d'indépendance, donc ça je pense que c'est tout à fait valable, et à ce moment-là il faut rajouter une application. D'ailleurs je ferai bientôt une vidéo d'exo de proba liée à l'indépendance où je donnerai des exemples, donc ça peut faire un développement. Vous avez le théorème central limite, qui convient. Alors attention, parce que si dans votre dev vous mettez le théorème de Lévy, on n'a pas besoin d'indépendance. Du coup, je trouve que ça ne rentre pas très bien dans la 266. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est prendre le théorème central limite et donner une application du théorème central limite avec des variables indépendantes. Et donc à partir de là, je pense que c'est des devs raisonnables. Maintenant, ce que je prendrais, donc si je devais choisir, je prendrais plutôt la formule de Stirling. Alors la formule de Stirling, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ce dev. Et alors, c'est vrai que c'est pas un dev super facile, mais c'est du 2,5 sur 4, mais en même temps, il n'est pas très compliqué. Et puis, c'est un dev que vous pouvez recaser dans 6 leçons, donc dans la 234, 235, 239, 261, 262 et 266. Donc voilà, ça fait, là, bon, sous réserve de faire quelques ajustements que je donne dans la vidéo, ça rentre bien dans ces leçons. Donc c'est légèrement pas plus impliqué que Hofding, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Et du coup, ça, vous allez pouvoir le mettre comme dans 6 leçons. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le deuxième développement que je conseillerais, c'est les fonctions de zeta et nombres premiers. Donc ça, c'est un développement que vous pouvez trouver donc, dans le Garey Kurzmann. Et donc, on part en fait d'une loi donc, de probabilité qui est discrète et qui est liée à la fonction zeta de Riemann. Et ça permet de montrer cette égalité, et on peut en déduire que la somme des 1 sur P, où P c'est les nombres premiers, divergent. Donc ce développement il est vraiment bien parce que, alors il utilise des concepts un petit peu plus avancés peut-être que Hofding, mais par contre d'un point de vue mathématique, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc je dirais qu'au niveau des difficultés, c'est peut-être entre 1,5 et 2, donc il est très bien. Et en plus, c'est un dev que vous pouvez rentrer dans pas mal de leçons de proba. Donc, déjà, les lois discrètes, vous pouvez aussi le rentrer dans donc, la 266, la leçon sur les séries de nombres, et potentiellement, pourquoi pas, la leçon sur les nombres premiers en algèbre. Après, on pouvait aussi le rentrer donc, quand il y avait la leçon sur les fonctions spéciales, mais pour l'instant, il n'y a plus, il revient, donc ça boostera un petit peu la popularité de ce dev. Alors, juste, donc, pour ce dev, il y a une petite chose, c'est qu'il est un peu court, vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est pas mal de rajouter un petit quelque chose. Et ce qu'on va rajouter, c'est ici le fait que les AI sont indépendants. On a déduit que les complémentaires des AI sont indépendants. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez démontrer voilà, en 3-4 minutes par récurrence, et qui va faire que ce dev il va être particulièrement justifié pour la leçon 266. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème pour atteindre 13, 14, 15 minutes. Alors maintenant, on va lire le rapport de jury pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Bon, déjà, il va falloir mettre les probabilités conditionnelles, ce qui n'est pas tout à fait évident de prime abord. Donc l'indépendance de deux événements, indépendance mutuelle, indépendance de famille de variables aléatoires. Donc tout ça, il faut le mettre. Et après, donc, le rapport propose un certain nombre d'utilisations. Alors, il faut bien comprendre que tout ce qui est dans le premier paragraphe, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est dans le deuxième paragraphe, c'est optionnel, mais fortement encouragé. Donc, il faut prendre un certain nombre d'éléments dans ce deuxième paragraphe et les mettre dans votre plan de leçon. Donc, le lien avec l'expérience, la variance, la covariance, la corrélation, on va faire des grands nombres, Borel-Cantelli, stabilité de certaines lois. Peut-être que ça parle d'addition de lois de Cauchy. Je pense que ça peut être ça que le jury mentionne ici. Ensuite, lien avec les fonctions génératrices et caractéristiques.
d'accord, et également donc le théorème central limite et la marche aléatoire symétrique sur Z. Donc là, on touche aux difficultés de cette leçon. Donc on a déjà vu qu'il y avait une première difficulté, c'est que bon, il fallait trouver des devs. Alors les devs d'indépendance, on peut en trouver, mais il faut trouver quand même des devs qu'on va pouvoir recaser dans une leçon, donc c'est pas si évident que ça. Ensuite, cette leçon, il y a des choses qui sont quand même assez coton et elle est quand même assez fournie. Après, il y a un problème qui est assez aigu pour cette leçon, c'est que, ok, bon, on a une leçon voilà, sur l'indépendance, mais on n'a pas vraiment dans les bouquins un chapitre, indépendance en probabilité, et puis hop, on recopie le chapitre. On a plutôt dans la plupart des livres un paragraphe d'indépendance ici, un paragraphe qui parle d'indépendance là, et du coup, c'est vraiment délicat dans le jour de l'oral d'aller à la pêche et de trouver donc tous les paragraphes qui sont pertinents pour l'indépendance et les remettre dans une leçon. Et par ailleurs, il va falloir aussi faire un tout cohérent de tout ça, parce que ça suffit pas en fait de remettre toutes les propriétés où il y a marqué indépendance quelque part et de les mettre à la chaîne. Il faut pouvoir organiser sa leçon. Donc là, c'est quand même pas mal de difficultés pour cette leçon. Alors là où on a un avantage, c'est que quand même le rapport de jury nous guide bien, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'idées, de choses à proposer. Alors, je vais quand même ajouter quelque chose. Ici, on a la loi forte des grands nombres. Très bien. Eh bien, je dirais que c'est quelque chose qui est une option, mais je pense que c'est intéressant de le rajouter. Pourquoi ? Parce que, si vous préparez un tant soit peu cette leçon de 66, vous allez forcément préparer la leçon de convergence en probabilité. Et si vous préparez cette leçon, vous allez forcément parler de la loi forte des grands nombres. Donc, tout ce que vous allez mettre dans la leçon 262 sur la loi forte des grands nombres, bien, vous pouvez le mettre à l'identique sur cette leçon 266, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, en général, les exos, les questions que vous avez sur la loi forte des grands nombres, c'est des questions qui sont plutôt accessibles, je pense, comparativement au reste. Donc, je pense que c'est assez malin de mettre la loi forte des grands nombres. D'autant plus que si vous ne le faites pas, vous risquez de toute façon d'avoir des questions sur ça à un moment donné, parce que le jury peut considérer à tort ou à raison que c'est quelque chose de central dans les probabilités au niveau agrég, donc c'est légitime de vous interroger dessus, même si vous ne l'avez pas mis dans votre plan de leçon, et même si le rapport de jury n'encourage pas à interroger sur la forte des grands nombres. Honnêtement, je pense que si dans ce rapport de jury, la loi de forte des grands nombres s'est présentée comme une option, c'est parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses, que c'est déjà bien chargé, et donc le jury a dit, la loi de forte des grands nombres, on va le mettre en option, pour éviter de trop charger la barque. Néanmoins, personnellement, j'aurais tendance à le mettre dans mon plan de leçon parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va vous rajouter du travail supplémentaire. Alors, voici le macro-plan que je propose par rapport à ce rapport de jury. Donc, il va y avoir une partie 1 dans laquelle on va utiliser le Chabanol. Alors, c'est un peu surprenant parce que Chabanol, après, c'est un bouquin qui est pour l'option Proba en modélisation. Néanmoins, en fait, vous avez les 70 premières pages qui reprennent tout le programme général de Proba, d'agrég, le programme commun. Et du coup, ce programme, il est donné de manière extrêmement concise. Et donc ça, c'est assez intéressant quand vous faites des plans de leçons parce que au lieu d'avoir un théorème qui va prendre 6 lignes, il va en prendre 2. Et c'est très bien rangé. Alors, il n'y a pas toutes les démos, ça manque un peu d'exemples. Donc, si vous utilisez que ça pour vos leçons de proba, ça va être un petit peu dry. Mais néanmoins, pour avoir tous les théorèmes et les retrouver rapidement, c'est pas mal. D'autant plus que donc, dans le Chabanol, il y a donc 4 pages de 26 à 29 où vous avez l'essentiel des résultats, des définitions sur l'indépendance. Donc ça, c'est pas mal parce que vous pouvez reprendre donc, ces 4 pages et ça va vous faire votre partie 1. Alors, il se trouve que
le jury impose de parler des probabilités conditionnelles et des probabilités d'événements. Donc là, on va rajouter ceci. Donc ça, c'est à la partie 14 du Chabanol. Et du coup, donc en suivant ce Chabanol, là, vous avez une partie 1 qui est toute faite. Et ça ne va pas poser particulièrement de difficulté. Alors, vous allez voir une partie 1 qui va être assez longue. Vous pouvez bouger certaines choses de la partie 1 dans la partie 2 si vous voulez augmenter un petit peu, rééquilibrer un petit peu votre plan. En particulier, donc tout ce qui est à rapport aux densités de probabilité, c'est des choses que éventuellement vous pouvez mettre dans la partie 2. Donc on va passer à la partie 2. Donc pour la partie 2, on va utiliser le Garey-Kurzman. Et alors, pourquoi on va utiliser le Garey-Kurzman pour la partie 2? Parce que le Garey-Kurzman, il a une table des matières qui est extrêmement exhaustive. Donc, vous voyez, ça, c'est la table de matières du Garey-Kurzman, et vous avez 11 pages. Donc, là, c'est très bien pour pouvoir trouver chacun des petits éléments que vous voulez mettre dans chacun de vos plans de leçons de proba. Donc, on va faire un contrôle F. Bon, donc le jour de l'épreuve, il faudra faire un contrôle F mental, et on va chercher donc toutes les parties du bouquin où ça parle d'indépendance. Bon, dans le chapitre 3, c'est plutôt les définitions, donc ça c'est déjà plutôt couvert dans le Chabanol. Donc on va sauter. Cette partie-là, éventuellement, vous pouvez la mettre, mais néanmoins, c'est déjà assez bien donc couvert dans le Chabanol, qu'on a déjà vu dans la partie 1. Par contre, vous avez quelque chose comme variable aléatoire à densité et indépendance. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez faire une partie dans la partie 2 qui va être indépendance et densité, c'est-à-dire une caractérisation en fait de l'indépendance par les densités des variables aléatoires, et la plupart des variables aléatoires continues qu'on vous propose à la grègue justement ont une densité. Donc ça peut faire une première partie. Et vous avez donc ça c'est dans le chapitre 6, des liens entre l'espérance et l'indépendance. Bon, donc ça peut faire une partie 2b, qui va être donc la caractérisation de l'indépendance par l'espérance. Enfin, vous allez avoir donc les fonctions génératrices et indépendance, et également fonctions caractéristiques et indépendance. Donc ça permet de faire une partie 2C de caractérisation d'indépendance par la fonction caractéristique ou la fonction génératrice. Donc vous voyez, vous avez donc 3 parties votre chapitre 2, et à chaque fois c'est une caractérisation. Donc ça permettra de faire une partie 2 qui sera donc caractérisation de l'indépendance, et à ce moment-là on aura donc une partie A donc sur la densité, 2 sur l'espérance, et 3 donc sur les fonctions caractéristiques et génératrices. Si vous voulez un petit peu étoffer la leçon, c'est pas mal d'avoir un certain nombre d'exemples pour illustrer, mais je pense que si vous mettez juste ce qu'il y a dans le cours et les 1 ou 2 exemples que vous trouverez dans le Garey-Kurzman, ça suffit. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le titre de leçon, il n'y a pas marqué exemple, parce que je pense que la leçon est déjà assez fournie, donc on ne vous avance pas de trouver un nombre large d'exemples pour cette leçon. Et donc pour finir, on va voir donc une partie 3 qui sera sur les théorèmes de convergence. Les théorèmes limites. Donc dans cette partie 3, vous pouvez mettre la loi forte des grands nombres. Alors oui, c'est pas obligatoire de le mettre par rapport au jury, mais comme je vous l'ai dit, je pense que de toute façon, c'est quelque chose que vous allez mettre dans d'autres leçons, donc autant le réutiliser ici. Et donc vous avez une partie sur le théorème central limite. Donc là, vous reprenez votre partie du théorème central limite que vous avez donc dans la leçon sur la convergence. Après, bon, j'ai pas de référence particulière à vous recommander à ce niveau-là. Si vous utilisez le Chabanol, pourquoi pas. Peut-être le Garey-Kurzman vous donnera un peu plus d'exemples. En tout cas, je pense que c'est pas mal d'avoir 2-3 exos que vous maîtrisez très bien et de les remettre dans vos leçons de proba. Par exemple, si vous connaissez un exo par cœur donc sur le théorème central limite,
faut être prêt à le dégainer et pouvoir le recaser comme ça, donc sur cette leçon 266, mais également donc sur la leçon 261 et la leçon 262. Donc c'est pas mal quand même de faire quelques exos pour s'entraîner, et les exos que vous aimez bien, que vous maîtrisez bien, d'être prêt à pouvoir les ressortir de votre bouquin et de les mettre dans votre leçon. Donc voilà, pour résumer, donc dans la partie 1, je vous recommande d'utiliser le Chabanol, et donc bon, page 14 donc pour la définition des événements indépendants et les probabilités conditionnelles. Ensuite 26-29 pour l'indépendance des variables aléatoires. Et après donc partie 2, caractérisation de l'indépendance en utilisant le Garey-Kaufman, en utilisant la table des matières pour retrouver donc les paragraphes pertinents. Donc et enfin donc une partie 3 avec les théorèmes de convergence. Vous pouvez mettre Boal-Cantelli. Alors là, ne le mettez que si vraiment c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Mais si vous le maîtrisez bien, n'hésitez pas à le rajouter. Voilà, on s'arrête là. Je vous remercie.